Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le gouvernement a organisé ce mercredi une conférence de presse pour parler de la relance économique. Quelles sont les mesures mises en place pour soutenir les entreprises monégasques? Les particuliers peuvent-ils bénéficier d'aide? Combien cette crise sanitaire a coûté à la principauté? Autant de questions auxquelles répondra le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Le ministre nous présentera également le guide pratique des mesures prises en faveur de la relance économique, un guide qui vient de voir le jour. La Fondation Prince-Pierre a délivré son palmarès avec 3 prix littéraires et un prix de philosophie. Nous vous dévoilerons cela dans le journal. La 20e édition des Assises de la sécurité se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Nous irons à la rencontre de spécialistes de la cybercriminalité. Et à cette occasion, nous recevrons l'amiral Riban, le directeur de l'Agence monégasque de la sécurité numérique. Avec lui, nous ferons le point sur les attaques numériques que peuvent subir l'État ou les entreprises de la principauté. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans le domaine de la cyberattaque? Restez avec nous, vous verrez, c'est étonnant. Mais avant cela, comme je viens de le dire, nous sommes avec Jean Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. Vous avez donné avec le ministre d'État et le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé une conférence de presse ce mercredi matin avec pour thème la relance économique. Quel message vous vouliez faire passer? La relance, c'est maintenant, c'est ça? En effet, c'est le message principal que nous avons cherché à faire passer en essayant d'être le plus concret possible, d'annoncer des mesures qui pourront être mises en œuvre rapidement, d'avoir une approche pragmatique et qui permettra donc à tous, les salariés, les fonctionnaires, les entreprises, les associations sportives et culturelles, tous ceux qui sont concernés par l'accompagnement et la relance au quotidien, de pouvoir bénéficier des mesures mises en place par le gouvernement. Et ça se traduit par un guide pratique de mesures prises en faveur de la relance économique, c'est ça? Il y a un guide pratique en effet qui a été mis en ligne dans la journée sur le site internet du gouvernement qui compte une quinzaine de pages et qui reprend toutes les mesures mises en place depuis le printemps, certaines des mesures d'urgence, je pense notamment au CTTR et avec les évolutions qu'il a connues depuis, à des mesures comme la commission d'accompagnement pour la relance économique, la CARE, dont le dispositif est maintenu, et bien sûr un certain nombre de points que nous avions abordés en septembre, comme les fonds de toutes les couleurs, qui sont là pour soutenir et relancer l'économie. Alors jusqu'à présent, donc une petite piqûre de rappel, même si vous venez de l'évoquer, qu'est-ce qui a été fait concrètement en termes de relance économique pour aider les entreprises monégasques qui ont été durement touchées par cette crise? Alors je pense que le principal dispositif reste le CTTR, ce soutien à l'emploi dont ont bénéficié des dizaines de milliers de salariés à une époque et encore des milliers de salariés aujourd'hui. En matière sociale, c'est le principal dispositif. Il a été complété également, notamment par l'exonération partielle des charges patronales dont ont bénéficié dans un premier temps les entreprises de petite taille avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et dont le chiffre d'affaires était en baisse de plus de 20% par rapport à la même période l'année précédente. Nous avons également souhaité que ce dispositif soit prolongé et qu'il soit étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, en l'alignant donc sur cette limite de chiffre d'affaires qui était également celle de la CARE, de la commission d'accompagnement à la relance économique. Et aujourd'hui, en effet, ce sont les mesures annoncées au niveau du fonds vert, du fonds bleu, du fonds blanc et du fonds rouge et blanc qui, plus spécifiquement, mettent en œuvre les politiques de relance. Quels sont, en termes d'entreprise, quels sont les commerces, les secteurs d'activité particulièrement touchés? Et est-ce que vous les aidez, ces secteurs-là? Alors, nous avons en effet des mesures très concrètes de court terme pour des secteurs comme le commerce qui sont le plus durement touchés. À travers le fonds rouge et blanc, va être injectée dans l'économie monégasque une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros dès les semaines qui viennent pour que la consommation locale achetée à Monaco, consommée à Monaco, soit véritablement plus qu'un slogan, mais une mesure concrète qui se ressent au quotidien
au niveau des commerces et que ce soit une mesure également gagnant-gagnant pour tous. Elle sera mise en œuvre à travers une application, l'application Carlo, mais l'idée c'est que des milliers de personnes, je crois que ça a été chiffré entre 8 et 9 000 personnes, des fonctionnaires, des retraités de la fonction publique, des agents de l'État, bénéficient de bons d'achat qu'ils pourront dépenser en principauté dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, bien sûr, que les premiers bénéficiaires en soient nos commerçants locaux, puisque ces bons d'achat seront dépensés localement. Consommer local. Le bilan, Tout vous à fait. arrivez à chiffrer ce qu'a coûté la Covid-19 à la principauté? Nous avons en effet, je pense, divers indicateurs qui permettent peut-être d'en tenir compte. Le principal étant le recul de la TVA interne, c'est-à-dire la TVA liée à la consommation. Vous savez que les deux piliers en matière de TVA sont plutôt la TVA liée aux activités immobilières qui se porte très bien en 2020 et celle liée à la consommation. Et on observe une baisse qui est de l'ordre de 10% à date sur cette TVA interne et qui traduit donc très bien à la fois les dégâts causés par le confinement en matière de consommation et de recettes budgétaires et le fait que malgré le soutien, l'accompagnement, les aides du gouvernement ces derniers mois, l'été n'a pas été bien évidemment au niveau de ce que l'on connaît d'habitude, avec une reprise plus timide de la consommation qui s'est manifestée dans certains secteurs, mais qui malheureusement, tout le monde en convient, s'est vite arrêtée avec l'arrivée du mois de septembre et ce mois d'octobre qui nécessite bien évidemment que nous continuions à être aux côtés de ceux qui souffrent, mais que nous réfléchissions encore à court moyen terme à les aider dans la durée et à relancer cette machine qui quelque peu s'est grippée ces derniers mois. Jean Castellini, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien Bonilla et bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve Alexandra Pani pour un tour d'horizon de l'actualité en principauté, un déménagement qui était attendu. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Les différents services de la direction du travail sont enfin réunis sous le même toit. Nous vous avions déjà présenté il y a quelques temps ces nouveaux locaux. Ce matin, ils ont été inaugurés officiellement en présence du prince souverain et du ministre d'État. Pour les usagers, une seule adresse à retenir à présent, le 17 rue Princesse Florestine, que ce soit pour la direction du travail, le service de l'emploi et l'inspection du travail. 1250 mètres carrés qui étaient nécessaires pour sa directrice Pascale Palanca. Elle est au micro de Vanessa Dessy. On est très content de la rénovation et d'avoir pu regrouper toute l'équipe en fait. Parce qu'on était sur des sites quand même séparés, pas très éloignés mais séparés. Et aujourd'hui, par rapport à la cohésion d'équipe et à la cohérence du travail, tout le pôle travail-emploi est ensemble. Ça fait des années qu'on était sur des locaux assez exigus. Aujourd'hui, dans ces locaux-là, on a 4 salles de réunion, par exemple, toutes avec fenêtres. On peut vraiment, elles sont modulables. On va pouvoir tenir plusieurs réunions en même temps et dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Vous l'aurez compris, un nouveau bâtiment, Fabien, à présent mieux adapté pour recevoir du public. Il y a du nouveau aussi du côté de la place des Moulins. Oui Fabien, je ne sais pas si vous avez pour habitude d'emprunter ce chemin, mais sachez que la galerie publique Lannoy, qui correspond aux escaliers souterrains reliant la place des Moulins au boulevard de France à Beausoleil, vient d'être rénovée. Ces travaux ont permis la mise aux normes de la galerie pour les personnes malvoyantes, avec la pose notamment de plaques podotactiles, l'identification de la première et de la dernière marche de l'escalier d'un coloris différent et une amélioration de l'éclairage. Et on referme ce point d'actualité avec une information pratique à retenir. Et elle concerne la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre. Sachez que la gare de Monaco sera exceptionnellement fermée à partir de minuit au lieu de 2 h du matin pour un exercice pompier. La manœuvre consistera en un enfumage de la gare pour tester les dispositifs de désenfumage. Notez que des sorties de fumée pourront être visibles de l'extérieur. Il ne faudra pas s'inquiéter, Fabien. Merci Alexandra. La proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre a eu lieu mardi soir, salle Garnier, et la remise officielle de ces prix s'est déroulée au Palais Princier ce mercredi. Qui sont les lauréats 2020 ? Retour sur les temps forts dans ce reportage de Sandrine Lègre. La littérature est à l'honneur car 3 écrivains ont été récompensés. Débutons avec le prix littéraire qui, depuis 1951,
honore un auteur d'expression française pour l'ensemble de son œuvre. Cette année, il s'agit de Christian Bobin. On lui doit L'Homme-Joie, une petite robe de fête, ou encore Pierre, entre autres. Il fait partie de ces auteurs qui écrivent depuis toujours. Dans le désert, vous allez chercher des points d'eau, et s'il n'y a pas de points d'eau, vous les inventez. Et l'écriture est la plus belle oasis qui soit. Je l'ai trouvée assez tôt, et puis je me suis mis là, comme ça, au bord de cette oasis, et j'y suis toujours. Et si la Fondation sacre des écrivains pour l'ensemble de leur œuvre, elle récompense aussi des auteurs pour un premier ouvrage de fiction à travers la Bourse de la Découverte. Le premier qui tombera de Salomé Berlemont-Gilles s'est distingué cette année. Depuis 2007, le jeune public est aussi amené à voter pour saluer un premier ouvrage de fiction à travers le coup de cœur des lycéens. Donc j'ai été surpris d'être appelé pour m'annoncer que j'avais été choisi par les lycéens. Après, quand je les ai rencontrés hier, je me suis rendu compte que ça reste des lycéens, qu'ils habitent à Monaco ou qu'ils habitent en banlieue parisienne, comme le héros du livre qui habite à Ris-Orangis. Ça reste des jeunes de 15-16 ans, quoi. Donc j'ai compris aujourd'hui, après en avoir discuté avec eux, qu'ils s'étaient reconnus d'une certaine manière dans l'histoire de Wilfrid. Forcément, c'est toujours très émouvant, surtout particulièrement pour ce prix. Étant donné que c'est un jury qui est vraiment très prestigieux, mais surtout avec beaucoup de gens qui ont été des inspirations pour moi avant, donc c'est beaucoup d'émotions, et puis c'est toujours un côté un peu merveilleux, un peu incroyable. C'était hier soir et pourtant je réussis encore pas entièrement à y croire, donc très très émue et très heureuse. De son côté, le prix de la Principauté, remis conjointement par les rencontres philosophiques de Monaco et la Fondation Prince-Pierre, honore un auteur pour l'ensemble de son œuvre philosophique. Il s'agit d'Hélène Cixous. Au cours de cette soirée, un bel hommage a également été rendu à 2 écrivains disparus cette année, tous 2 membres du conseil littéraire de la Fondation, Jacques de Decker et Jean-Loup Dabadi. Et sachez que la musique sera tout particulièrement à l'honneur de la Fondation Prince-Pierre en 2021. Les experts de la cybersécurité sont réunis en ce moment au Grimaldi Forum, et ce jusqu'au 16 octobre à l'occasion des Assises de la sécurité. Pour en parler, notre invité ce soir, l'amiral Dominique Riban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Agence monégasque de sécurité numérique. Avant d'en discuter ensemble, je vous propose de regarder un reportage de Vanessa Dessy sur la 20e édition de ces Assises de la sécurité. Et on se retrouve tout de suite après. Plus de 150 ateliers et tables rondes ont abordé l'actualité à l'occasion des Assises de la sécurité. Créées en 2001 et organisées à Monaco, les Assises sont devenues un rendez-vous annuel incontournable de la cybersécurité. On a tendance à penser que la sécurité numérique, on n'en a pas besoin. En fait, on en a un besoin en permanence, parce que le numérique envahit notre vie, que ce soit la vie personnelle ou la vie professionnelle. Et on a bien vu pendant la période du printemps, du confinement et post-confinement avec le télétravail, ô combien les solutions numériques pouvaient nous apporter une aide pour passer une période particulièrement compliquée et nous permettre de continuer à fonctionner malgré les nécessaires distances à garder les uns par rapport aux autres. Parmi les stands présents, une société de protection des réseaux opérationnels, sa mission étant de cyber-séréniser les organisations exploitant des infrastructures critiques. Storm Shield aujourd'hui est une société d'éditeurs de firewall et de solutions de protection pour le endpoint et de chiffrement. Nous offrons des solutions qui permettent de chiffrer les fichiers sur le poste, chiffrer les emails, et également de protéger les postes de travail, et également de protéger l'infrastructure d'un système d'information. Je pense que l'actualité démontre tous les jours que c'est un besoin de plus en plus croissant et on en prend juste de plus en plus conscience, mais ça fait plus de 20 ans qu'on en a besoin. À l'occasion de la 20e édition des Assises, l'Agence monégasque de la sécurité numérique et l'Agence nationale des systèmes d'information en France concrétisent un partenariat engagé il y a plus de 5 ans en matière de sécurité numérique.
Nous sommes de retour avec l'amiral Dominique Riban. Amiral, on l'a vu dans ce reportage, mais je voudrais avoir votre point de vue. À quoi servent ces assises de la sécurité concrètement? En quoi ce rendez-vous est important pour vous? C'est l'occasion d'abord de rencontrer des gens qui ont besoin d'améliorer la sécurité de leur système. Et c'est également l'occasion pour un certain nombre d'entreprises de pouvoir créer des liens commerciaux ou au moins des liens techniques de façon à pouvoir travailler mieux et éventuellement plus rapidement. Alors il vient d'y avoir une signature entre l'Agence française de la sécurité et l'Agence monégasque, on le voit sur ces images. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que cette signature? Cet accord de travail permet d'avoir une coopération très forte, que ce soit sur le plan technique, mais également sur le plan opérationnel. En cas d'attaque, on pourrait avoir une aide de l'ANSSI et inversement, l'ANSSI pour avoir une aide de la MSN si effectivement on était concerné. En quoi Monaco est concerné par la cybercriminalité? L'État est en danger? Alors l'État n'est pas en danger, parce que nous sommes là, bien évidemment. Mais oui, enfin, la cybersécurité concerne tout le monde, que ce soit les États, les entreprises, les grandes entreprises, les moyennes ou les toutes petites entreprises sont menacées. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des menaces de personnes pas forcément très respectueuses du droit, qui cherchent soit à faire de l'argent par des systèmes de rançonnage, soit simplement faire voler de l'information, soit tout simplement perturber le travail des concurrents. Quels sont les types de piratage qui peuvent toucher la principauté? Vous l'avez évoqué. Alors, il y a du piratage qui est soit du piratage pour voler de l'information, donc de l'espionnage, où les attaquants rentrent dans les systèmes pour essayer d'être le plus discret et voler le plus d'informations. Il y a ce qu'on appelle du ransomware, donc des attaquants qui cherchent à chiffrer les données ou à perturber le travail des entreprises ou des États d'ailleurs, et en échange demandent des rançons. Et il y a également la cybercriminalité, mais qui est plus du ressort des services de police. Monaco a les épaules et préparé justement pour affronter toutes ces attaques? Bien évidemment, on s'y prépare et ça a été la mission principale et la première que l'on a réalisée, c'est de se mettre en ordre de marche pour pouvoir traiter ce genre de choses, bien évidemment. Vous avez des conseils à donner aux téléspectateurs concernant leur système informatique? Le premier conseil, c'est la prudence. C'est la prudence parce que aujourd'hui, les attaques sont souvent sous forme de mails ou de fichiers qui ont toute la vérité, qui ressemblent à du vrai, comme le Canada Dry, mais ça n'en est pas. Donc il faut toujours être méfiant vis-à-vis d'adresses ou de correspondants qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première prudence. Et puis surtout, avoir des antivirus à jour, c'est l'essentiel. La crise sanitaire a eu un impact sur la cybersécurité concrètement ou pas du tout? Oui. Absolument. On a vu très rapidement en fait beaucoup de mails, ce qu'on appelle du phishing, donc qui cherchent à hameçonner les correspondants sur le Covid, le Covid-19. Donc beaucoup d'articles, de soi-disant articles qui pouvaient intéresser bien évidemment soit des particuliers, soit des entreprises, soit on va vous aider à travailler à distance, etc. Cliquez sur tel lien et vous aurez les résultats. Le résultat en général, c'était qu'on se faisait attaquer. Ça a été très très net. Il y a eu près de 40 à 50% d'attaques supplémentaires dans ce domaine. Et à l'issue du confinement, ce qui est amusant, c'est qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, les attaquants, pour passer sur la logistique. Donc vous n'avez pas payé votre facture, si vous ne pouvez pas la payer à cause du confinement, cliquez ici. Si vous ne payez pas votre facture dans le temps, vous allez être coupé de vos services, etc., etc. Et ça, c'est pareil, c'était une grosse augmentation là-dessus. Avec la Covid-19, on favorise du coup le télétravail. Est-ce que c'est un problème, le télétravail, par rapport à la cybercriminalité, par rapport à la sécurité de l'entreprise? Il y a un risque? Beaucoup d'entreprises n'y étaient pas préparées, donc ça s'est fait dans l'urgence. Et quand on travaille dans l'urgence, on travaille d'abord sur l'efficacité plus que sur la sécurité. Et donc beaucoup d'entreprises ont basculé en 2 ou 3 jours sur du télétravail sans aucune mesure de sécurité. Et bien évidemment, ça a pu avoir des conséquences importantes.
Dominique Riban, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Nous retrouvons à nouveau Alexandra Pani. Un important élan de solidarité est né dans la région pour prêter main forte aux habitants des vallées sinistrées. Alexandra, vous souhaitiez mettre en avant une nouvelle initiative. Oui, nous avons tous été touchés par les habitants des vallées sinistrées et nous essayons de faire écho aux différentes initiatives qui voient le jour. La Maison Lino en Principauté travaille tout au long de l'année avec les éleveurs d'agneaux de la Roya et c'est justement pour soutenir la famille Cavallo, durement touchée par les intempéries, qu'une cagnotte en ligne est née. L'objectif, permettre à ces éleveurs de restaurer leurs infrastructures pour qu'ils n'aient pas à quitter leur vallée. Autre belle initiative, mais à l'attention d'enfants défavorisés cette fois. Oui, je vous propose, Fabien, d'assister vendredi au concert Voice in Progress. Les associations AMLA et Childcare organisent cet événement pour récolter des fonds afin de soutenir des projets pédagogiques au Panama et en Inde. L'objectif est d'aider plus de 1000 enfants dans leur scolarité. Rendez-vous donc vendredi à 19h30 au Théâtre des Variétés. Vous nous proposez une idée de sortie pour ce jeudi. Je vous propose effectivement, Fabien, de passer la soirée à la Villa Paloma. Un jeudi par mois, l'une des 2 villas du nouveau Musée national de Monaco ouvre gratuitement ses portes de 18h à 21h. Ce jeudi, vous pourrez donc découvrir l'exposition Miro, la peinture au défi. Attention, l'inscription est obligatoire à l'adresse email public@nmnm.mc. Et à découvrir un nouveau rendez-vous sur Monaco Info dès ce soir. L'Instant Philo est un nouveau programme court que l'on va pouvoir découvrir dès ce soir, Fabien. Proposé par les rencontres philosophiques de Monaco, le rendez-vous est fixé les mercredis à 22h et les vendredis à 21h30. Un thème par semaine sera abordé et l'on commence aujourd'hui avec le savoir. L'objectif est d'offrir au large public un accès à la philosophie. C'est noté et je le répète, le rendez-vous philo sur Monaco Info, mercredi 22h et vendredi 21h30. Quel temps est prévu pour ce jeudi, Alexandra ? Un temps toujours maussade, Fabien, couvert dans la matinée. Des risques d'orage sont annoncés pour l'après-midi. Les températures seront semblables à la veille, 11 degrés pour la matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Nous fêterons les Aurélie demain. Merci, on se quitte avec les photos du jour. Nous vous en avons parlé dans ce journal. La Fondation Prince-Pierre a dévoilé le palmarès des prix littéraires. Un prix de philosophie a également été remis. Retour en images sur cette soirée avec ces clichés signés Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Émilie Rousseau aux commandes de l'édition de jeudi dès 19h. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. Au revoir.